Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une Ginji Day, on va sur le jeu de rôle et je vais parler d'un sujet qui est assez particulier puisque ça tourne autour d'un type de jeu. En fait, c'est quelque chose qui est à la fois un type de joueur, une gimmick, un archétype qui, au demeurant, a l'air de poser problème dans de nombreuses tables par expérience et aussi par expérience de personnes sur le net, mais qui pour autant, je pense, qui est jouable. C'est-à-dire l'archétype du loup solitaire. Alors déjà, je vais vous donner le contexte de cette vidéo. Ça fait 1 an et demi que j'étais censé faire une vidéo sur les différents profils de joueurs qui pourraient poser problème à une table. Le problème, c'est que je trouve que faire une vidéo ou des vidéos qui sont uniquement dédiées à ça, je trouve que c'est un petit peu taper sur les doigts de certaines personnes. Et qu'il y a moyen de faire plus, on va dire, plus dilué, mais aussi plus efficace dans le contexte d'une vidéo. Et un des trucs que j'avais vu, et un des points qui faisait que j'avais vraiment envie de faire ces vidéos à la base, c'est le profil du loup solitaire. Parce que le loup solitaire, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des séries, dans des œuvres fictives, en général, mais aussi dans le jeu de rôle, parce qu'il y a des gens qui aiment ce genre de personnage-là, mais le jeu de rôle étant une activité qui se joue avant tout avec d'autres joueurs, et aussi dont le temps d'exposition de chacun se doit d'être équilibré, mais aussi que les rails, quand je dis les rails, c'est métaphoriquement, pas la notion de scénario à rails, mais les rails du scénario, de la proposition du maître de jeu, ne doit pas être mis en retard ou encore être détourné de façon beaucoup trop grande. À ce moment-là, intervient la personne qui veut jouer un loup solitaire qui pose énormément de problèmes. Pas tellement dans son fond, mais plutôt dans sa forme selon moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, parce que je pense que le loup solitaire, ça peut se jouer, mais c'est une question de mise en forme plutôt qu'une question de fond. Voilà, c'est ça les origines. Ensuite, je vais donner mon opinion. D'habitude, je le fais toujours à la fin, ça, de donner mon opinion subjective là-dessus. Mais mon opinion subjective sur les loups solitaires, c'est que les loups solitaires m'insupportent parce que finalement, l'image du loup solitaire qui est tout le temps montrée dans les fictions, et c'est ce que ne comprennent pas ou n'ont pas encore décodé les gens qui veulent en jouer, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'image du loup solitaire est toujours pondérée par le fait qu'il est toujours entouré de certains autres personnages qui sont tout aussi importants que lui. Mais que sa façon de faire les choses pousse les autres à s'adapter et non l'inverse. Et ça me pose énormément de problèmes, de la même manière que l'archétype du loup solitaire de base. Je pense qu'on peut le dire, je déteste ça. Je déteste le loup solitaire. Mais ce n'est pas parce que je déteste un truc que je ne vais pas le défendre. Parce que si il peut exister, s'il y a moyen qu'il existe, ah ben le truc c'est pas tellement le fond qui est à questionner, mais plutôt la forme. Le loup solitaire, selon moi, peut être joué dans le jeu de rôle. C'est un archétype qui peut fonctionner. Alors, on va passer la structure du loup solitaire, de celui qui n'a pas de famille, celui qui est en quête de vengeance. Tous ces trucs-là sont assez accessoires parce que finalement, ce sont des composantes qui vont construire le loup solitaire, mais qui ne vont pas forcément lui amener seulement un processus de quête de soi, mais plutôt un processus d'objectif. C'est rare que ça amène les deux, et qu'il y a peut-être d'autres voies qui viennent à s'ouvrir, qui pourraient être intéressants. Alors, on va commencer déjà par un des chemins les plus plausibles, on va dire. C'est le chemin du « je suis un loup solitaire, mais j'ai quand même une certaine connexion ». Alors, le loup solitaire, il peut être ce qu'il veut, il peut raconter son histoire, il peut être au coin dans une taverne, on s'en fout. Le mec, soudainement, son tissu de relations qu'il avait avant le drame qui a fait de lui le loup solitaire, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce qui veut dire que le joueur qui est en train de l'interpréter, ou voire même avec l'aide du maître de jeu, il devrait peut-être essayer d'envisager de construire une histoire avec un ensemble de relations qui va composer le personnage. Le coup du village interdit ou du village solitaire reclus, le village qui demande à chacun finalement de rester dans une petite
chacun de rester dans une petite bourgade sans vraiment s'éloigner et qui soudainement se fait détruire, c'est, encore une fois, c'est très gadget, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vais remettre en cause. Mais pour autant, tout le monde qu'il connaissait a disparu. Vraiment, tout le monde. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que là, on va parler plus. On parle pas vraiment en termes de tournant holistique, mais on va vraiment parler de questions de fiction. Alors, c'est un truc que. C'est une étude que j'avais vue il y a déjà des années de ça, et qui expliquait que normalement, dans les comportements sociaux, une personne dans toute sa vie, ou plutôt dans sa vie actuelle, et même jusqu'à la fin de sa vie, dans la structure des relations qu'on a, il y a au moins maximum 35 personnes de votre entourage dur auxquelles potentiellement vous vous souciez. 35 au maximum, évidemment. Et en prenant en compte cette espèce de structure dans le dur, on peut aussi se dire qu'il y a aussi d'autres facettes extérieures où vous avez rencontré certaines personnes, vous êtes rentré en contact, mais pas vraiment, qu'il n'y avait pas forcément d'atomes crochus. Il peut y avoir de nombreuses histoires, je ne vais pas vous donner tous les éléments non plus, il faudra que vous partiez en quête de ça. Mais en prenant en compte ce qui a été dit, il y a un noyau dur de relations qu'une personne se fait et qui va lui apporter. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont en dehors. Et si l'histoire de votre personnage qui finalement a perdu les siens et ce qu'il jugeait important, et si finalement il n'avait pas d'autres relations qui étaient extérieures et qui vient à se consolider par la suite. Ça peut être une très très bonne piste de réflexion. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on va prendre les modèles. Au début, on va parler des modèles de l'Open Game Licence, mais quand on va parler de cas pratiques, je vais partir dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Mais dans les univers de fantasy, même le druide qui veut sauver le monde, pourquoi veut-il sauver le monde? Parce que le loup solitaire n'est pas forcément un rôdeur, ou une espèce de guerrier, ou un espèce de survivant qui est parti en pleine nature. En tout cas, pleine nature, je veux dire à poil. Le loup solitaire peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être un prêtre, ça peut être n'importe quelle classe, ça peut être n'importe quelle race, ça peut être n'importe quelle profession. Tout en sachant qu'il y a des races qui ont un rapport à la famille assez spécial. Je vais prendre un exemple, par exemple, dans l'univers des Elder Scrolls, les elfes hauts, donc les Altmer, sont des individus qui mettent la famille au centre de pas mal de choses. La famille c'est presque une famille royale, c'est comme une famille d'une définition qui est assez empirique et qui est vraiment un phare dans la nuit. C'est la culture de la famille des hauts elfes est vraiment très très mise en avant. Une personne qui est orphelin et qui n'a pas de famille, c'est comme s'il perdait son rang ou ce qui faisait de lui l'essence d'excellence que fait un elfe aussi. En tout cas, c'est les termes qu'ils utilisent. Ben, ça, c'est peut-être valable pour certaines races, mais ce n'est pas littéral non plus. Donc, le druide qui décide de partir et qui décide de rejoindre un groupe, ce groupe-là et pas autre chose, est-ce que son but, c'est seulement de sauver le monde? Ben non, normalement il est gardien du culte qu'il entretient et de son rapport à la nature et qui fera ce qu'il faut pour pouvoir la défendre. Et si sa nature est pas menacée, la nature des autres druides ou d'autres cercles peut être un moteur pour pouvoir leur dire on comprend vos intérêts, vous comprenez notre place dans le monde, je vais vous aider si vous êtes en difficulté. Et là, pourtant, même si c'est l'image du loup solitaire, il a bel et bien une volonté de vouloir aider parce qu'il comprend la place qu'il a dans le monde et aussi la voie qu'il a choisie. De cette même façon, on peut prendre aussi le fait que le druide, même si c'était quelqu'un, vous décidez que oui, c'est un solitaire dès le départ, c'est-à-dire que à partir du moment où il a atteint l'âge adulte, ben peut-être qu'il a quitté, je donne des exemples comme ça, mais qu'il a quitté les églises divines, tout ça, parce que la vie de prêtre auquel on voulait le destiner, c'était pas pour lui, et que le fait qu'il s'est retourné contre les idées de sa famille et qu'il décide de se tourner vers le cercle de la nature, qui pour lui était une voie qui était plus en accord avec ce qu'il avait comme croyance,
peut être un moteur qui est le loup solitaire, mais qui s'est extériorisé de sa famille, car sa famille l'a répudié. C'est le bon mot? Je crois que c'est le bon mot. Voilà. Ce sont de très très bonnes pistes. De la même manière que, admettons, le druide, il est parti, il est pour la nature, encore une fois, on prend cette volonté. Ben, peut-être qu'il peut avoir pour relation un DPJ. Ça peut très bien faire le pas. Là, on est en train de construire, de réfléchir autour de la nature, des relations, de la place littérale du loup solitaire. Est-ce que le loup solitaire est vraiment solitaire? Par exemple, un bon mélange qui a souvent fait ses preuves. Ceux qui ont déjà fait ça me le diront. Désolé. Hein. J'habite à côté d'un stade, je sais pas si vous entendez le bruit d'hélicoptère, mais voilà, c'était assez bruyant. J'ai vu mon micro saturé. Bref, quoi qu'il en soit, on prend un modèle qui fonctionne assez bien, c'est le druide est quelqu'un qui était de base solitaire parce qu'il a fait un vœu de rester dans son cercle et que de son cercle il était le seul qui était là. Peut-être celui qui a décidé de reprendre le flambeau d'autres druides qui ont décidé d'élire domicile ailleurs ou tout simplement de changer de vie parce que ça ne leur correspondait plus ou que la menace qui pèse sur le monde les a poussés à tous se scinder pour pouvoir être plus efficaces. Quoi qu'il en soit, et si le druide, par exemple, il était ami avec le rôdeur du groupe, parce qu'ils ont un rapport à la nature qui est plus ou moins, pour la plupart des rôdeurs, qui est plus ou moins similaire, et donc ils sont plus habilités à se comprendre, et je dirais même, et si il y a deux idées de loup solitaire, peut-être que la raison pour laquelle le loup solitaire serait plus tolérable, les deux, c'est que justement ils ont une connexion ensemble dès le départ parce qu'ils se connaissent et que du fait qu'ils sont pas passés par de nombreuses choses peut-être différentes d'une à l'autre mais qui arrivent au même résultat, peut-être qu'il y en a un qui va essayer de mettre en avant le bien commun tandis que l'autre va essayer de mettre en avant, par exemple, son esprit d'initiative. Parce qu'un des gros problèmes des loups solitaires, c'est cette espèce de volonté d'esprit d'initiative. Donc là, c'était sur la question des relations. Il y a des moyens de faire des loups solitaires qui ont quand même des connexions. Est-ce que l'archétype du loup solitaire a vraiment aucune connexion? La réponse est non. J'aurais pu prendre un exemple avec, par exemple, la trilogie des X-Men, la première trilogie des X-Men, hein, où, par exemple, Wolverine a Malicia comme connexion. Ils ont chacun, en fait, un rapport à la famille qui est... Où, en fait, ils n'ont pas vraiment de famille pour les raisons qui sont les leurs, en fait, mais que Wolverine et Malicia, justement parce ils savent pour des raisons différentes qu'ils ne seront pas acceptés dans ce monde-là, trouvent le monde plus tolérable en essayant de rester l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, c'est toute la finesse des personnages qui sont bien travaillés dans cette trilogie parce que Malicia, en tout cas Wolverine, là où la plupart des récits feront par exemple de Wolverine une image de relation père-fille assez classique, une espèce de figure de paternelle ou de fille par procuration, bah là, c'est plutôt, ils savent très bien que l'esprit d'indépendance qu'ils ont chacun, mais aussi le fait qu'ils soient solitaires, fait qu'ils se regardent de manière égale et que la relation qu'ils ont ensemble est plutôt saine et équilibrée. Il y a plein de pistes pour montrer que dans le fond de l'histoire et des origines d'un loup solitaire, un loup solitaire, en tout cas présenté dans les récits auxquels les gens veulent s'inspirer, ils ne sont pas si solitaires que ça. Et ensuite, la notion de est-ce on peut jouer quelqu'un de totalement solitaire, alors il y a une autre figure du solitaire qui peut être mise en avant, c'est la figure du solitaire du je ne me souviens absolument de rien parce que je ne sais plus qui je suis, et que moi, ce que je dirais, c'est que le cliché du mec qui ne se souvient de rien jusqu'au dernier moment il se rappelle, il faut pas forcément essayer de le contrebalancer avec l'inverse, c'est-à-dire que la personne a définitivement perdu ses souvenirs et qu'il est en train de se construire une nouvelle histoire
quitte à ce que, dans ce rapport de cercle dont je vous ai parlé, de quelques personnes, ben, les gens en extérieur peuvent le connaître et puis te dire « Ouais, mais dans ton ancienne vie, voilà ce que t'étais ». Et ça peut permettre de raconter de très très belles histoires. Je pense que le loup solitaire, que ce soit dans le pendant du « je suis totalement solitaire » ou j'ai des connexions avec certaines personnes que je connaissais d'une certaine façon ou d'une autre, bah, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant à traiter. Après, là on a parlé de la notion de récit, et donner d'autres exemples, ça sera vraiment de laisser des pistes, et justement c'est ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire faire des vidéos, puisque j'en ai vu pas mal de vidéos récemment, où quand on veut te parler d'un archétype, d'une idée, on te donne des tas d'exemples de sources qui peut exister. Réfléchissez-y par vous-même, c'est le meilleur moyen de mettre en avant finalement les connaissances de ce que vous consommez en matière de produits fictionnels, pour pouvoir vous donner vos propres réponses ou vos propres façons de résoudre ce problème. Mais il y a un autre côté qu'il faut prendre en compte, c'est, j'ai bien dit que ce n'est pas le fond le problème, et la notion de la place du récit du loup solitaire, ben, ce n'est pas le fond qui est mis en cause, mais plutôt la forme. Le mec qui décide de rester au coin de la taverne et qui veut être mystérieux jusqu'au moment où on l'aborde et le mec commence à te raconter sa vie en mode confession intime, ça ne fonctionne pas. Et ça relève de la forme. Est-ce que le loup solitaire est obligé de s'exposer autant? Je suis désolé, mais c'est quoi, ça donne des fois presque l'impression que c'est le background du mec qui veut te l'exposer, et puis en fait, non seulement ben, c'est pas original, donc personne ne pourra s'identifier au personnage, et je pense que même si les gens ne jouent pas ton personnage, je m'adresse aux gens qui jouent le loup solitaire, même si les gens ne joueront pas ton personnage, il faut quand même, à défaut de s'y identifier, parce que c'est possible que les gens s'identifient à votre personnage, il faut à la limite essayer de créer des points de connexion qui sont naturels. Et le coup le mec, il est solitaire, il ne parle jamais, et puis soudainement le mec commence à déballer sa vie, encore une fois en mode confession intime, ça ne fonctionne pas. Si le mec il est solitaire parce qu'il trouve que la vie est dure, le premier truc qu'il devrait éviter de faire, c'est justement de déballer sa vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est vraiment de la question de la mise en forme. Et là, on va passer plutôt dans un cadre contemporain pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je vais dire par rapport au loup solitaire. Parce que là, on parle de sa place dans la forme, et je pense que quoi de mieux de parler de la forme que de parler d'un cas de scénario. Imaginez que vous êtes dans un scénario contemporain, et en plus d'un côté policier. Imaginez que vous faites, je sais pas si ça existe des jeux de rôle comme ça. Je sais qu'il y a un jeu de rôle qui est tout contemporain, enfin contemporain, mais genre un jeu policier qui est tourné vers les années 70, je pourrais oublier son nom. Si vous avez le nom, mettez-le moi en commentaire, peut-être que je vais me le racheter, plutôt je vais me l'acheter. Et le truc c'est que, imaginez que vous êtes dans un cadre contemporain, vous êtes des policiers mais ayant chacun son expertise, et que vous arrivez sur les lieux d'un crime. Quel est le véritable problème? Parce que ça, c'est vraiment montré, c'est des exemples que j'ai entendus. Pourquoi cet exemple-là, il est facile à décoder, et ça sera facile pour moi de vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas avec la forme. C'est parce que il y a un problème, il y a eu un cambriolage. Le cambriolage a été assez violent, et on vous a appelé sur place. Vous êtes arrivé après. Les forces de l'ordre étaient déjà sur place, mais ils n'ont pas pu empêcher les gens de s'enfuir. Les gens commencent à rassembler des informations, c'est-à-dire vous joueurs, et vous commencez à entendre plusieurs témoignages. Que fait le loup solitaire? Le loup solitaire, son premier réflexe, c'est je reste en arrière, je reste adossé contre le mur et je regarde ce qui se passe. Alors là où j'ai eu un problème par rapport aux gens qui racontaient ce genre d'exemple, c'est qu'ils disaient le joueur ne fait rien, il dit juste qu'il s'adosse. Non, il ne fait pas rien. Parce que quelqu'un qui décide de prendre du recul et de rester dans son coin, ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas ce qui a déjà été fait. Et si tel est le cas, si aucune question n'est posée de sa part après que tout le monde ait rassemblé leurs témoignages, parce que je rappelle que le jeu de rôle n'avance pas comme une espèce de chronologie, mais il peut y avoir un rapport de rétroactivité. Les autres veulent rassembler les différentes informations, mais pendant qu'ils rassemblent les informations, même si
c'est lui qui prend le tour de parole en dernier. Il peut dire pendant que les gens étaient en train de faire ça, est-ce qu'il y a eu des comportements, est-ce qu'il y a des choses que j'ai observées. Bah, à ce moment-là, on va arriver déjà sur le premier point. Si vous voulez jouer un loup solitaire, le contexte est important, le jeu de rôle est important et l'ambiance et l'air à laquelle vous jouez est important. Rassemblez les informations qui feraient de vous un émissaire, un éclaireur, quelqu'un qui a la capacité de mettre en relation différentes informations pour pouvoir aider les autres en ayant pris du recul. Il n'y a aucun mal à prendre de la distanciation pour pouvoir mieux apprécier une scène. Le loup solitaire est une bonne connexion pour ça. Le truc, c'est qu'il faut avoir les compétences qui vont avec. Mais, même si je dis tout ça, le loup solitaire peut très bien être au courant de ça. Mais quelle serait son erreur à ce moment-là? C'est qu'il reste en retrait, il regarde un petit peu ce qui se passe, il regarde les réactions, il voit des pistes, il voit des gens spéciaux. Des fois même, ils font ce coup-là, mais ce coup-là, ils l'ont vu sûrement dans des tas de séries policières. Je parle notamment dans les trucs genre Lie to Me, The Mentalist, ou voilà, ce genre de série où tu as quand même un mec qui est finalement la tête d'affiche, les autres qui font leur travail de manière très académique, très comme leur formation leur a posé de faire, même s'ils ont leurs atouts, mais lui c'est un petit peu l'électron libre. Et le truc c'est que mélanger l'image du solitaire et de l'électron libre, c'est quelque chose qui est fortement compatible, mais qui peut mener à la frustration des joueurs, parce que je suis un partisan du fait que séparer le groupe, c'est pas un mal, à condition que ce soit bien justifié et que le joueur comprenne qu'est-ce que ça veut dire que de séparer le groupe. Je le sais parce que j'ai eu des joueurs qui voulaient faire les gens spéciaux qui sont tout seuls, et puis après, comme ils n'ont prévenu personne, ils meurent, ils crèvent la bouche ouverte, ou bien les autres sont obligés d'aller les chercher. Faites très très gaffe à ça. Et cet électron libre, il va rassembler les informations en ayant écouté. Il fait ses petits trucs fantaisistes pour essayer de tirer les informations. Et quand il a rassemblé ces informations, il ne consulte pas nécessairement les autres joueurs. Le mec, il se barre. Il se barre vers la prochaine piste, qu'elle soit bonne ou pas. Et souvent, si vraiment ils veulent prendre le parti de voir ce qui se fait dans les séries policières, des fois je me demande si ils réfléchissent au fait qu'ils se sont inspirés de ces gens-là, ou voire même est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de subir quelque chose qu'ils apprécient, mais qu'ils sont en train de reproduire sans le savoir. C'est ce qui me fascine toujours avec les loups solitaires, c'est parce que je ne joue pas de loups solitaires, mais j'aimerais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a de la plupart du temps avec les loups solitaires, c'est que leur comportement n'est pas original. C'est paradoxal, mais les joueurs qui sont des loups solitaires, c'est pas des comportements originaux qu'ils ont. C'est des comportements qu'ils ont vus ailleurs et qu'ils le reproduisent. La question c'est, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils reproduisent, et est-ce qu'ils se rendent compte aussi de ce dont ils se sont inspirés, ou peut-être de ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se rendent compte que dans cette façon de faire, c'est pas qu'elle est pas compatible avec le jeu de rôle, c'est plutôt que des fois, même dans les fictions qu'ils regardent, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc des fois, ils vont vers le point C alors que les autres sont en train d'aller vers le point B. En plus, le gars il ne se rend pas disponible, donc si on est vraiment dans une heure contemporaine, la notion d'avoir un téléphone, ça peut vraiment créer de l'enjeu. Mais imaginons que par exemple vous êtes dans les années 70, ben à ce moment-là vous êtes baisé. Vous êtes obligé d'attendre que la personne vous contacte dans le centre de police, qui va relayer l'information aux autres quand ils arriveront dans le commissariat. Le commissariat fera office de point de relais des informations. Et ça, c'est là où je dis que l'air est important, c'est que la distribution de l'information va être très très important avec le loup solitaire. Parce que ce que je veux faire comprendre au travers des mécaniques et de l'exemple que je donne, c'est que la lecture des informations et la transmission des informations pour le loup solitaire se doit d'être optimale s'il veut être important. Le truc n'est pas de forcément partir dans son coin,
et d'essayer d'avancer sur l'enquête, parce que ça peut évidemment se solder par un échec, mais à supposer que vous ayez rassemblé des informations, la moindre des choses c'est de distribuer, et si vraiment vous voulez agir seul à votre façon, et que les autres, ils veulent agir selon finalement leur domaine de compétences de manière optimale, et que certaines personnes ne servent à rien, ben, autant que les groupes soient séparés de manière optimisée, et que le meilleur d'entre eux dans des domaines spécifiques puisse briller de façon efficace. Voilà. Après, il y a pas mal d'exemples de séries qui te montrent ça. Par exemple, New York District. Je crois que c'est en... Je sais pas si... par exemple, au Québec, c'est vraiment le titre littéralement traduit de l'anglais, c'est Order and Law, donc la loi et l'ordre. Je sais pas si c'est pour vous, c'est comme ça que ça se dit, mais en France, c'est New York District, on appelle ça. Ben voilà. C'est un très bon exemple de ça. NCIS aussi, je trouve, et les experts, c'est un des gros exemples de ça. Bref. Et là, on a parlé de ce qui est bien, ce qui est optimisé, mais maintenant, on va parler de ce qui fâche. C'est le point où le loup solitaire, il va essayer d'avancer de son côté. Et là où je dis qu'il faudrait qu'ils apprennent à prendre en compte ce que le maître de jeu a voulu soumettre, c'est qu'il met de la difficulté vis-à-vis du scénario qu'il a écrit, et que ça dépend de sa flexibilité à anticiper les informations, parce que pour moi, ce que le maître de jeu se doit d'avoir dans sa boîte à outils, c'est la capacité d'adaptation au scénario, et aussi une façon efficace aussi de recalibrer les joueurs. Comme bon ça on va faire une petite parenthèse là-dessus, mais comme je l'explique souvent, quand je fais un scénario, je fais jouer un scénario, je dis à mes joueurs, les gars, cette session, je vous ferai jouer un scénario. Donc quand le plot, quand la notion, quand les bases du scénario sont posées, ils savent que dans l'acte 1, il y a des pistes qui mènent de point A à un point B, et que, surtout moi qui n'aime pas écrire énormément de trucs maintenant, avant j'écrivais pas mal de trucs, maintenant j'écris les 20% potentiels de ce qui va être important pour les joueurs. Voilà. Et du coup, c'est le sens commun je fais appel au sens commun des joueurs pour suivre la ligne. Sauf que justement, là où le loup solitaire est intéressant, c'est que c'est la technique, la façon de faire le scénario s'y prête bien, c'est que le loup solitaire, il peut aller vers d'autres pistes. Par contre, il y a un truc qu'il n'anticipe pas. En tout cas, que les loups solitaires que j'ai eu à ma table, en tout cas dans leur façon de faire, c'était pas forcément des loups solitaires au littéral, mais se comporter tel quel, ont posé problème. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'un scénario est calibré pour un certain nombre de joueurs, et ça peut pas être un certain nombre de joueurs en général, mais des fois, ça peut être tout simplement dans une scène. Donc au moment où ils commencent à rassembler des informations, et en plus si vous jouez l'archétype du loup solitaire un peu brutal, ben, pour peu que vous alliez vers de fausses pistes et que vous vous embêtiez à essayer de tirer les vers du nez à quelqu'un qui ne sait rien, ben il va y avoir des retombées sur vous et sur les autres personnages, tout sachant que vous travaillez en équipe, dans ce cadre, encore une fois, de scénario policier contemporain. Et ça peut dans ce genre de jeu, j'ai jamais joué à ce genre de jeu, mais s'il y a vraiment ce genre de jeu-là, je pense que les blâmes et les mauvais comportements vont être des outils dans l'arsenal du parti d'en face. Et le parti d'en face, c'est pas le maître de jeu, c'est les gens que vous devez essayer d'arrêter. Voilà. Et imaginez que vous finissez dans une embuscade parce que vous n'avez pas fait suffisamment attention. Vous êtes seul, vous êtes dans un scénario où normalement vous êtes mortel. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui galèrent à traiter des armes à feu dans le jeu, dans les jeux de rôle. C'est pas tout le monde qui arrive à représenter des armes à feu dans le jeu de rôle. Il y a des gens qui disent oui, mais les armes à feu c'est trop puissant. Et puis après il y a d'autres qui disent non, mais en fait mon univers c'est un univers un petit peu de fantasy, mais un petit peu comme dans les Final Fantasy. Mais le truc est que le fusil il est puissant de base, mais que les armes physiques
bah, ils mettent de la puissance additionnelle à partir de leur force. Ce genre de bêtises-là. Et quand tu joues à un jeu, surtout un jeu contemporain, tu sais que si tu te prends une balle, tu es déjà dans le mal. Tu es déjà foutu. Tu es déjà dans la merde. Et s'il y a personne pour t'aider, bah, tu auras beau appeler les personnes, qui dit qu'ils vont arriver à temps, surtout si le maître de jeu essaie de saupoudrer de difficultés, par exemple, il lance un dé pour savoir comment ça se passe, et puis il vous dit, et mais en fait, il y a un embouteillage qui retarde le truc. Je le sais parce que ce truc de l'embouteillage-là, c'est déjà arrivé dans un de mes scénarios de jeu de rôle, et les joueurs, je vois que le joueur qui était en PLS, il était en sueur quand c'est arrivé. Parce qu'il y avait le truc du oui, mais l'embouteillage il tarde à avancer, les gens peuvent pas aller sur place, machin. Et ils ont galéré. Ils ont galéré. Donc prenez tous ces éléments-là en compte. Le truc dans la forme de ce qu'est un loup solitaire et de ce que ça devrait être, c'est que le loup solitaire, même s'il veut de l'indépendance, même si le joueur veut briller par lui-même, même si le joueur peut penser qu'il est meilleur que les autres, et ça arrive, il ne faut surtout pas oublier que vous gagnez ensemble et vous perdez ensemble. Je ne connais pas de jeu de rôle où explicitement on te dit le meilleur des joueurs a la meilleure des récompenses. Ça n'existe pas, ça. Et si ça existerait, ça ferait pas forcément de bons jeux de rôle. Parce que le joueur qui aura du mal à progresser, ben, n'aura pas les meilleurs atouts pour pouvoir progresser. Et le joueur qui finalement fait de son mieux tout le temps et qui finalement est relayé à la seconde place, se retrouve à être frustré. Donc c'est très vecteur de frustration de récompenser ceux qui ont un esprit d'initiative. De ce genre-là et qui arrivent à s'en sortir au meilleur de tous les joueurs. Et je pense que c'est ça que les joueurs qui incarnent les loups solitaires devraient comprendre. C'est que le fond de l'histoire, qu'il soit bateau, voire même kayak, c'est pas si grave. La question c'est comment vous arrivez à mettre ça en forme, comment votre histoire que vous avez va-t-il se justifier au travers des différents événements, quel est le rapport au courant à votre personnage, est-ce que vous allez interpréter un flat character, c'est-à-dire un personnage qui reste le même du début à la fin de la campagne, ou est-ce qu'il va avoir de l'évolution dans ce qu'il va faire, et va-t-il prendre en compte ce qu'il a vu au travers des autres joueurs, non pas pour se perfectionner dans sa solitude, mais de se construire en visant à finalement essayer d'être une pièce maîtresse dans l'alchimie entre les joueurs. Je vais donner une dernière, pour ma conclusion, je vais donner un dernier point, c'est que j'ai remarqué que les gens qui jouent souvent les loups solitaires, bah, c'est des gens qui finissent très vite par être lassés du jeu, parce que leur intention de vouloir, évidemment c'est pas une règle universelle, c'est juste une observation, c'est juste que je me suis rendu compte que les gens qui veulent jouer du loup solitaire, ce sont des gens qui, au travers du fait qu'ils échouent énormément, au travers des nombreuses choses qu'ils font de leur côté, finissent par se délaisser de la partie et finissent par quitter. Ou dans certains cas, il va essayer de faire équipe, mais pas trop, juste pour pouvoir briller, pour pouvoir essayer de prendre de l'avance par la suite. Et c'est pas forcément une bonne mentalité. Et les gens qui étaient comme ça n'étaient pas forcément de bonne mentalité non plus. Le jeu de rôle peut encourager la compétition entre les personnages, mais cette compétition ne doit jamais enrayer la progression de la partie et de la campagne en elle-même, pas plus qu'elle doit entraver les autres joueurs vis-à-vis de la difficulté du scénario proposé par le maître de jeu. Car c'est un truc que j'ai vu récemment en regardant certaines vidéos qui traitent de jeux de rôle, c'est que le rapport de la difficulté de oui, est-ce que le scénario il était difficile ou pas, et c'est un sujet qui est revenu aussi sur ma table, ben, le rapport de la difficulté peut prendre en compte de nombreuses variables, et que le joueur ou les joueurs individuellement constituent déjà une variable en soi. J'ai eu récemment un nouveau joueur à ma table, qui avait ce qu'il faut pour résoudre une situation là où les autres ne l'avaient pas,
et que malgré le fait qu'il fallait qu'il regarde sa fiche, qu'il fasse attention, ne l'a pas fait, et son personnage, étant donné que c'était lui qui avait le meilleur potentiel de pouvoir régler cette situation, ben les antagonistes l'ont focus en premier et en 2 balles c'était plié. Donc la conclusion que j'ai à donner, c'est oui, les loups solitaires, en tant qu'archétype, en tant que gimmick, en tant que personnage, en tant que joueur, littéralement, ça peut exister, mais ça n'existe pas sur le long terme, en tout cas avec une certaine richesse, parce que c'est souvent ça aussi, il y a aussi un rapport du je joue quelque chose de spécial pour montrer que je suis spécial, et dès que tu vois que tu n'es pas spécial, mais en fait tu as un boulet, ben tu te barres, en fait. Tu vois? Ben, en fait, le truc qu'il faudrait retenir de tout ça, c'est que il y a des moyens de montrer que tu peux faire la différence à la table, et que jouer un loup solitaire, c'est faisable, mais réfléchis toujours à ta façon de faire vis-à-vis de ta place dans le groupe, de ce qu'est un groupe dans le jeu de rôle, et aussi de te servir de ton autonomie comme une arme au service de l'histoire à raconter, ce qui est très important, au service du scénario proposé par le maître de jeu, mais aussi vis-à-vis des joueurs. Donc ma conclusion en une phrase, c'est le loup solitaire peut exister, mais il existe surtout, il peut exister s'il fait très très attention à la forme et aux intentions de base que devrait avoir un joueur vis-à-vis de sa table. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez d'autres archétypes que vous vouliez que je traite? Parce que là, j'ai parlé des loups solitaires, et les loups solitaires ont de nombreuses strates, comme vous l'avez vu. Mais il y a peut-être moyen que je puisse faire ça pour les autres. Et c'est juste que je ne sais pas dans quel ordre je devais le faire, parce que faire des vidéos qui tournent qu'autour de ça pendant un très très long moment, je me sens pas de le faire. D'où le fait que je travaille sur plusieurs vidéos en même temps. C'était Ginji, n'hésitez pas à me laisser des retours. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous!